On prend des morceaux comme One More Time, ce morceau d'il y a une douzaine d'années, où il y a quelque chose qui nous a toujours intéressés dans l'idée, effectivement, de faire de la musique de danse ou de musique qui a un certain relief émotionnel. La manière la plus pertinente d'exprimer une émotion musicale, c'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. Alors je ne sais pas pour vous, mais cette semaine pour moi fut assez difficile, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu de la peine à aller jusqu'au bout. Je me suis froissé la jambe au sport alors que j'avais fait un certificat spécial pour y aller. J'ai fait une vidéo d'1 heure sur un chanteur de R&B, 1h10. Et je me suis rendu compte, après avoir tout tourné, après avoir bien bavardé, qu'en fait je n'avais pas bien branché le nouveau micro et donc le fait que le son était absolument inaudible. Donc pour moi la semaine était morose, triste. Et dans ce genre de moment, quand je me sens un peu triste, un peu mélancolique, il y a certaines chansons qui me réconfortent parce qu'elles ont un goût d'éternité, comme celle-ci que j'ai particulièrement écoutée ces jours-ci. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur l'histoire d'un des tubes les plus populaires de Daft Punk, à savoir One More Time, mais surtout sur la polémique qui enfle de plus en plus aux États-Unis, à savoir est-ce que ces deux hommes qui ont à jamais marqué l'histoire de la pop culture ont lésé ou volé un chanteur afro-américain, Eddie Jones, actuellement à la rue après une attaque cérébrale. Plusieurs artistes se sont exprimés sur l'affaire, notamment Questlove. Alors c'est ma chanson préférée du groupe et c'est un de mes titres préférés des années 2000. Donc de fait moi-même en faisant cette vidéo, j'ai une petite boule au cœur. Mais je trouve finalement que l'histoire autour de ce titre ressemble à l'énergie et à la superbe autour de cette chanson. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et c'est le début. If there's one, the album is called Discovery and that's for the audience to discover it. Discovery de Daft Punk est sorti il y a 20 ans aujourd'hui. J'avais pas envie de faire une vidéo sur le groupe parce que tout le monde en a fait, tout le monde en a vu. Mais je pense que si je devais un jour décortiquer le travail des Daft Punk, ce serait sans doute sur Discovery, qui est un des albums pop les plus marquants des 30 dernières années. Pourquoi? Parce que c'est un symbole à lui tout seul. On y retrouve tous les codes pop associés au bon moment, déjà l'identité visuelle. La première chose est que c'est à ce moment-là qu'ils vont devenir les fameux robots, les immortels dans un sens, et qu'ils vont revêtir les casques. La seconde chose, et bien sûr certainement la plus passionnante, c'est au niveau du son. À savoir que l'album est pensé comme une sorte d'hommage au son de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. C'est comme un clin d'œil de base à leur enfance et à tout ce qu'ils ont aimé dans leur enfance, mais ce n'est pas pour autant que c'est dénaturé en fait. C'est-à-dire qu'ils réussissent à apporter leur propre touche au niveau du son, au niveau des progressions sonores, au niveau des productions, et tous les samples qui sont intégrés dans cet album s'y retrouvent vraiment comme dans une espèce d'album photo. L'utilisation du talkbox, la manière de jouer avec le vocodeur tout en restant très mélodique, va leur permettre d'établir leur son. Il y a un sens mélodique presque obsessionnel, chaque progression sonore est millimétrée, et surtout en fait cet album puise son essence vu que c'est un album hommage à leur enfance dans plein de styles musicaux plus ou moins établis en fait. On a des influences un peu soul, un peu disco, un peu rock parfois, un peu même R&B parfois comme sur Short Circus. Mais le shaker qui mélange tout ça et fait en sorte que des fois ça groove, ça bouge, des fois c'est un peu mélancolique et des fois c'est les deux en même temps. Ce sont les Daft Punk, c'est leur son. Bien sûr qu'il y a la mouvance autour de l'électro et de la French touch à l'époque, mais ils s'en démarquent totalement pour s'établir sur la scène pop et c'est pour ça que cet album a touché énormément de gens, y compris sur la scène R&B hip-hop. Parce que bien sûr Kanye West les a samplés sur Stronger. Et Jasmine Sullivan a samplé Very Disco sur Dream Big, qui est d'ailleurs l'un de ses titres les plus connus en France. Alors, on récapitule. En 1, ils deviennent des espèces de robots, des personnages totalement immortels, hors du temps, personne ne leur ressemble, leur image se fige et elle est totalement immuable parce que jusqu'aujourd'hui, on a toujours cette image des Daft Punk robots braqués dans nos cerveaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont leur identité sonore. Personne ne sonne comme eux, y compris tous les autres artistes de la French Touch. C'est leur son, c'est leur identité qui regroupe énormément de choses, mais les shakers, c'est eux. C'est pour ça que ça leur permet de toucher un très large public. La troisième chose, c'est le truc qui va faire en sorte que nous, quand on était petits, en fait, on savait tout de suite quand un clip de Daft Punk passait à la télé, on n'avait pas besoin du son ou quoi que ce soit, on savait. Parce que toute l'ère a aussi une identité visuelle. Les clips sont réalisés par le créateur de manga japonais, Matsumoto, et ça donnait là encore des trucs absolument magnifiques.
Et là encore, on retrouve un peu cette idée d'album photo. Je vous ai dit que c'est un album immensément bien pensé, on peut en parler pendant 3 heures et je ferai peut-être une vidéo entière dessus. Mais les clips de toutes les airs se suivent, que ce soit pour Aerodynamic, que ce soit pour Digital Love, on retrouve le même univers visuel. Et ce n'est pas simplement fait dans l'envie de coller au concept, parce que bien sûr ça fit absolument avec le concept, mais c'est aussi fait dans une idée absolument futuriste qu'on retrouve encore plus dans l'industrie musicale de nos jours. C'est-à-dire qu'ils veulent réunir le monde du manga et des jeux vidéo à celui de l'industrie du disque, et c'est une idée qui à l'époque n'est pas hyper répandue mais qui de plus en plus de nos jours fait fureur, y compris dans l'industrie du disque américaine. C'est dire à quel point cet album sur plein de nombreux faisceaux est futuriste. Pour moi c'est encore une fois l'une des airs pop les mieux menées des 20-30 dernières années, et surtout le premier single est un titre qui va conquérir le monde entier, y compris les japonais. D'ailleurs dans une interview là-bas, Thomas Blaganter avait fait une phrase qui résume assez bien l'esprit de ce disque. Commercial success can follow if the artistic integrity is kept. Et le gros succès de cet album dans le monde va être lancé par le fameux One More Time. Nous sommes en 1975 dans les rues de Paris. Eddie Jones est un jeune compositeur qui est né au Liberia, qui a grandi aux États-Unis et qui se passionne bien sûr pour tout ce qui se fait à l'époque, la musique soul, la musique funk, vous voulez que je ressorte ma perruque, le disco. Il a vu ce qui se passe depuis quelques années en Europe avec d'autres artistes africains comme Fela Kuti ou encore Manu Dibango, donc il veut tenter sa chance. Il essaie plusieurs choses et la première fois qu'il va avoir sa chance, c'était chez Polydor qui va lui proposer de faire une reprise d'un classique américain. Ensuite, il va faire un album de reprise, mais dans cet album de reprise, il va enregistrer la chanson More Spell on You. C'est ce titre qui a donc été samplé par les Daft Punk de manière très fine. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, les gens samplent pour pouvoir prendre une mélodie parce qu'ils ne sont plus pour beaucoup capables de construire une mélodie efficace. Là, en fait, c'est du sampling, mais dans l'art même de la chose, à savoir qu'on retranscrit l'univers de la chanson sans la copier totalement et en reprenant des petites parties du titre, en fait. Comme ici. Donner ça. Ou encore ici, qui donnait ça. Mais au moment où Eddie sort le titre More Spell on You, il n'y a pas grand chose autour. Il fait sa petite promo, il dit croissant et tout. Mais les Français sont pas trop chauds. Le label lui laisse quand même l'opportunité de sortir un second album qu'il appelle Paris Métro en 1980. Et il va finir par se rendre compte que ses rêves de gloire en France prenaient fin. Il n'arrivait pas à trouver sa place comme les artistes qu'il admirait. Et c'est donc comme ça qu'il prend un billet d'avion pour aller chez sa sœur aux États-Unis parce qu'il se dit que là-bas, en Californie, ce sera peut-être plus facile de faire carrière. Là encore, il va faire face à un mur et ce sera pire parce qu'il n'aura même plus l'opportunité d'enregistrer des albums. C'est comme ça qu'il abandonne ses rêves de devenir un grand artiste parce qu'il faut bien payer le loyer, les sessions studio pour les disques d'aluminium, ça ne se paie pas tout seul. Donc il se met à avoir un petit boulot plutôt banal et la vie passe jusqu'au jour où il arrive dans un magasin de vinyle et il entend des icos parler d'un groupe qui aurait très bien samplé un garçon qui s'appelle Eddie Jones, lui donc, et le groupe s'appelle Daft Punk. Il les entend parler de comment l'esprit de la chanson a été repris et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle du sample millimétrique de sa chanson à lui sur le titre One More Time. C'est connu notamment chez les fans de Daft Punk, même si lui-même n'est pas connu. Donc il y a ce paradoxe là, mais quand il entend ça à ce moment-là, quand les icos le lui expliquent, il n'est pas en mesure dans sa vie de se battre contre le groupe. Il se dit bon, c'est du passé, ma vie musicale est derrière moi et il recommence à travailler. Sauf que quelques mois après ça, nous sommes en 2011, il a une attaque cérébrale, il ne peut plus subvenir à ses besoins et se retrouve donc à la rue. Bon, Alissa Cash. Quoi? C'est trop? C'est ok. Bon, ok. Bon, c'est vous qui décidez, hein. Donc, Alissa Cash est la gérante d'une organisation de charité aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle s'occupe des sans-abri qui peuvent l'appeler à l'aide à n'importe quelle heure. Depuis quelques années, elle se lie d'amitié avec un sans-abri qui s'appelle Eddie Jones. C'est un vieux monsieur très passionné par la musique qui lui raconte différentes histoires de ce qu'il a vécu dans sa vie. Mais c'est aussi un sans-abri, quelqu'un qui est un peu fragile, donc elle ne croit pas toujours tout ce qu'il lui raconte. Il lui raconte donc notamment un jour que oui, moi il y a un groupe en France là qui vend énormément d'albums, ils sont connus partout dans le monde, ils m'ont volé ma chanson. Il lui dit ça comme ça, ils m'ont volé ma chanson. Elle ne le croit pas au début, mais il le lui redit tellement souvent qu'un jour elle va et elle vérifie sur le disque de Daft Punk. Sauf que sur le
le disque de Daft Punk, il n'y a pas le nom d'Eddie Jones. Donc elle se dit peut-être que Eddie a un peu exagéré, c'est vrai qu'il m'a l'air toujours sain, mais peut-être que des fois il farine et je ne suis pas là. Donc elle est sceptique, mais Eddie continue quelquefois de lui rappeler cette petite histoire. Et elle se dit un jour, peut-être qu'il faut que je tape sur YouTube. Et quand elle va donc taper sur YouTube, elle va tomber effectivement sur les différents montages que plusieurs internautes ont fait. Parce que depuis des années, pour tout le monde, c'est un sample officiel. Donc il y a différents montages. Et elle se dit, wow, cet homme qui est à la rue que je côtoie dit la vérité. Nous sommes en 2021, ça fait 10 ans que Eddie vit dans la rue. Les Daft Punk ont dit quelques mois auparavant qu'ils arrêtent la musique. Et c'est donc comme ça que Alyssa Cash va se battre pour interpeller plusieurs médias américains, notamment le LA Times, qu'elle va appeler en disant « Moi, je connais un sans-abri qui a été volé par un groupe hyper populaire, ce sont les Daft Punk, et il faut absolument qu'il ait réparation parce que cet homme a aujourd'hui 70 ans et n'a pas pu profiter de son art. » Les journalistes sont aussi un peu sceptiques, ils ne comprennent pas tout à fait l'histoire. Ils fouillent, les Daft Punk ne sont pas connus pour ça, ils payent toujours tous leurs musiciens. Ça semble bizarre. Donc de fait, ils vont appeler les représentants des Daft Punk pour leur demander ce qui se passe là. Ils vont leur dire, on a un gars qui explique et il a plus ou moins des preuves que vous l'avez samplé et depuis 20 ans, vous n'avez rien payé et il est quasiment à la rue. Les gars vont regarder dans leur relevé, ils vont leur dire, mais en fait, nous on paye Eddie 2 fois par an minimum, on lui reverse ses royalties, voici les traces, voici les virements, nous on est clean. Et là, les journalistes du LA Times qui vont recevoir les preuves de la part de l'équipe de Daft Punk vont être encore plus choqués. Cet homme est à la rue alors que ça fait 20 ans que les Daft Punk le payent effectivement, sauf que les Daft Punk payaient son label français. C'est-à-dire que le label sur lequel il avait cédé ses droits au moment où il a quitté la France continuait de récupérer l'argent. Il n'avait pas trouvé bon de chercher le petit Eddie. Quand le LA Times va aussi les appeler en leur demandant, mais en fait, cet homme-là est à la rue et vous recevez de l'argent pour lui, ils vont dire oui, ça fait des années qu'on essaie de le contacter, c'était compliqué de savoir où il était. Et c'est peut-être partiellement vrai, à savoir que s'ils ont vraiment fait des recherches, sachant qu'il a été à la rue pendant pas mal d'années, c'était un peu difficile de le trouver. Mais on peut penser aussi, au vu des montants, que ces recherches n'ont pas dû être très étendues, quoi. Du genre, tu frappes à ta porte, Eddie est là, non, ok, bye. Ok, bon, Eddie était pas là, j'ai cherché. Il n'est pas le seul, il y a des milliers d'artistes comme ça qui signent de mauvais contrats avec certains intermédiaires et qui font en sorte que parfois ils sont payés mais ils ne réussissent pas à recevoir l'argent à temps ou ne reçoivent jamais cet argent en fait. Parce que si Eddie n'avait pas rencontré Alyssa, peut-être qu'il n'aurait jamais eu l'idée même d'aller faire les démarches, de savoir pourquoi il ne reçoit pas cet argent. Et il serait peut-être mort un jour dans la pauvreté totale, alors que là, à l'heure où je vous parle, malgré le fait qu'il n'a pas encore reçu l'argent du label, en fait on lui a trouvé un logement dans l'attente de la économiser sans le vouloir au cours des 20 dernières années. Au final, si la polémique prend de l'ampleur et bien sûr pose le problème des droits d'auteur chez les petits artistes, les Daft Punk n'ont pas grand chose à se reprocher en fait. L'histoire a tenu aussi sur plusieurs années parce qu'ils n'étaient pas crédités. Mais le fait de ne pas avoir été crédité ne signifiait absolument pas qu'ils n'avaient pas été payés et qu'ils n'étaient pas payés jusqu'aujourd'hui sur les droits de la chanson. C'est juste que la maison de disques intermédiaire n'a pas fait son travail. Et finalement, dans cette histoire qui se termine plutôt bien pour Eddie aujourd'hui, il y a un côté à la fois triste et à la fois engageant. Et c'est pour ça que je trouve que ça ressemble très bien au titre lui-même. Parce qu'à ce moment-là, il y a un contraste entre quelque chose de joyeux et quelque chose, et c'est des larmes qui sont un peu à cheval entre des larmes de joie et des larmes de tristesse. Et ce qui aurait été la cerise sur ce gâteau est que sur Wikipédia, il est dit que le titre donc de Eddie serait produit par Daniel Vanguard, à savoir le père de Thomas Bangalter et donc l'un des Daft Punk. Et ça aurait été fabuleux si c'était vrai, parce que moi je pense que ce sont certains fans de Daft Punk qui ont modifié sa biographie pour donner plus de légitimité aux Daft Punk dans l'histoire, alors qu'ils n'en ont pas besoin en fait. Parce que quand on regarde les crédits de l'album de Eddie, il n'y a aucun moment mentionné Daniel Vanguard. Et peut-être que c'est vrai vu qu'on est dans une histoire où tout n'est pas crédité, on peut laisser le bénéfice du doute. Et si c'est vrai, ce serait vraiment le retour à la maison et une très belle fin pour cette histoire. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur le tube One More Time de Daft Punk. Je ferai très certainement une vidéo ou même peut-être un livre sur Discovery. Vous avez dû voir que ça me passionne cet album parce qu'il y a plein de choses à en dire. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des Daft Punk, ce que vous avez pensé de cette histoire, de Eddie, de son parcours, du fait qu'aujourd'hui peut-être qu'il va pouvoir enfin toucher les droits pendant autant d'années. Ça doit certainement pour les plus fidèles vous rappeler l'histoire de Yang Jung-il. Et bien sûr, pensez-vous que le label avait l'intention de le payer et qu'ils l'ont vraiment cherché, ou alors est-ce qu'ils l'ont pas cherché du tout? Que pensez-vous du titre en lui-même? Je vous ai dit que cette histoire, je trouve qu'elle ressemble à l'esprit même un peu à la fois mélancolique et très jovial de cette chanson. Enfin, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui participent au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.